Eh bien, bonjour à tous. Donc, Kevin Pasquale, donc adjoint au chef de pôle régulation de transport routier, donc à Benjamin Benoît. Donc, ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, donc effectivement répondre aux questions issues du précédent webinaire, et puis d'aborder les deux points qui étaient restés en suspens, à savoir donc le focus sur l'accès à la profession transporteur routier, avec la partie qualification des conducteurs et qualification des gestionnaires de transport. Et la seconde partie qui concernait la commission territoriale des sanctions administratives. Comme ça, on verra la partie théorique, ce qui est demandé par la réglementation, et puis on évoquera aussi la dernière CTSA qui a eu lieu en novembre 2025 à Strasbourg. Donc sur la première partie, les questions issues du précédent webinaire, donc il y avait une question qui était restée en suspens, c'était de savoir si on pouvait réaliser la ségrégation du nombre de copies conformes entre la partie transport léger et lourd. Nous, actuellement, les indicateurs qu'on suit ne permettent pas cette ségrégation par nombre de copies conformes valides. Mais par contre, on peut bien ségréguer les entreprises elles-mêmes entre le moins de 3,5 tonnes et plus de 3,5 tonnes pour les marchandises et moins de 10 places et plus de 10 places pour la partie voyageurs. Donc, comme vous le voyez en grand test, aujourd'hui, en transport de marchandises, au 31 décembre 2025, on a à peu près 2300 entreprises qui, effectivement, travaillent dans le transport routier de marchandises en lourd et 800, à peu près 850, 860 en léger. La deuxième question, là, je vais laisser la parole à Sophie, du coup, concernant les tachygraphes intelligents de deuxième génération. Oui, bonjour à tous. Donc, Sophie Colbus, je suis l'adjointe de Benjamin Benoît au pôle régulation du transport routier. Et je suis plus particulièrement en charge de tout ce qui porte sur le contrôle. Du coup, vous aviez une question sur les tachygraphes intelligents et notamment sur les obligations d'enregistrement, tout ce qui est enregistrement automatique ou manuel sur les nouveaux tachys. Je vais revenir un petit peu sur les obligations réglementaires et les points d'intention sur ce sujet-là. Donc, voici en synthèse les enregistrements effectués par le tachygraphe Gen 2 V2. Donc, tout est fixé dans l'annexe 1C du règlement européen 165/2014 qui prévoit plusieurs choses. Donc, c'est que via le GNSS, donc le système de géolocalisation automatique, de manière automatique, la position toutes les 3 heures de conduite cumulée est enregistrée dans le tachygraphe, ainsi que le franchissement, le pays d'entrée après franchissement d'une frontière intra-UE. Ça se fait normalement automatiquement. Et sur saisie manuelle du conducteur, donc il y a les positions géographiques en début et en fin de la période de travail journalière, ainsi que les lieux de chargement et déchargement, avec une validation du conducteur. Donc ça, ce sont des saisies qui doivent être manuelles. Donc pour rappel, le conducteur demeure responsable de la saisie manuelle lorsque le tachy ne peut enregistrer automatiquement les données ou lorsque la réglementation impose une validation. Donc ça, c'est à la main du conducteur. Il ne faut pas compter sur un enregistrement automatique. Il y a une action à réaliser de la part du conducteur. Donc les obligations après en matière d'enregistrement sont fixées dans le règlement que je vous ai cité, et notamment à l'article 8 qui précise les obligations de conformité technique des tachygraphes intelligents et qui renvoie notamment à son annexe 1C qui va préciser vraiment toutes les modalités d'enregistrement, que ça soit automatique ou pas. Après, à l'article 34, vous retrouvez les obligations des conducteurs et des entreprises en la matière. Et ce règlement a été transposé dans plusieurs articles du Code du transport, donc les articles 3313-1-6 et 3315-10 du Code du transport. Et donc, conformément à l'article 32 du règlement, c'est bien à l'entreprise de transport et aux conducteurs qu'ils reviennent de conjointement veiller au bon fonctionnement du tachygraphe et à son utilisation. Ça, ce sont les fondements réglementaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe si jamais ces dispositions ne sont pas respectées? Des infractions peuvent être relevées, même si le tachygraphe est de nouvelle génération et donc conforme aux obligations de rétrofit. Par exemple, si le tachygraphe n'a pas pu enregistrer automatiquement une donnée, si par exemple il est en panne,
et le conducteur n'a pas complété manuellement, là, une infraction peut être relevée. Le conducteur, par ailleurs, s'il omet de saisir ou de corriger une donnée que le tachygraphe ne peut enregistrer automatiquement, des infractions sont également possibles. Alors, il y avait un point de validation qui était nécessaire auprès de la DGITM et qui nous ont confirmé. Voici la doctrine en matière d'enregistrement, tout ce qui a trait au chargement et au déchargement. Donc, les informations de chargement-déchargement doivent être saisies avant que le véhicule ne quitte le lieu de l'opération, donc manuellement par le conducteur avant de quitter les lieux. Et cette saisie, elle est obligatoire afin que le tachy puisse enregistrer automatiquement la position géographique du véhicule au moment de l'opération. Donc là, la doctrine a été validée par la centrale et a été communiquée à tous les contrôleurs des transports de l'Adria Grand Est notamment. Alors, je vois que Monsieur Gioli avait une question. Deux questions en fait. La première, c'est concernant les véhicules légers de plus de 2 tonnes 5. Est-ce qu'ils ont cette obligation aussi de faire le chargement-déchargement, sachant qu'ils partent bien souvent, pour certains qui font des livraisons, bien souvent avec 50, 60, 70, 80 livraisons par jour. Ça, c'était la première question. Et deuxième, c'était concernant les amendes. On n'a pas de coordination entre les pays, c'est-à-dire que chaque pays appliquait une règle un peu particulière. Et on a eu notamment dernièrement un adhérent de TRF qui s'est vu retirer son permis de conduire en Italie parce que son employeur n'avait pas changé de chronotachygraphe. Et je voulais savoir si on avait le même cas en France, c'est-à-dire qu'un salarié qui n'a rien à voir avec le changement du chronotachygraphe se retrouve dans l'impossibilité de travailler en fait. Alors, c'est pas la pratique en France. Il n'y a pas de disposition qui autorise ou qui demande à ce qu'il y ait une suspension de permis. Il n'y a pas de lien là-dessus. Et nous, on va chercher le responsable, l'entreprise est responsable des parties des infractions. C'est pas anticonstitutionnel. Donc, c'est pas le cas. Après, nous, on maîtrise pas ce qui se passe en Italie sur l'application de la réglementation européenne. Ça, c'est pour la deuxième question. Et la première est intéressante et pose une vraie problématique parce qu'effectivement, à chaque livraison de colis, est-ce qu'ils doivent enregistrer sur le tachy le positionnement? Donc, c'est une bonne question qu'on fera remonter parce que je pense qu'au niveau national, ils se sont penchés sur cette question. Peut-être que les fédérations ont déjà évoqué cette question au niveau national, ont abordé cette problématique. Là, à notre niveau, on n'a pas on n'a pas eu d'éléments de doctrine sur ce sujet. On sait juste que voilà, ils doivent passer au tachy cet été, au tachy obligatoire pour les transports internationaux. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de communication descendante sur les modalités d'application de ces dispositions. Très bien. Merci beaucoup. J'ai l'impression que ça fait aussi écho à la question d'Anthony Feuillet dans le chat. Je ne sais pas si tu l'as vu, Sophie. Il me semble que les saisies des opérations. Donc voilà, je note la question et on regardera les dispositions applicables effectivement par le règlement européen que je ne maîtrise pas sur tous les articles et donc on verra ce qui est applicable ou pas. Déjà le premier point, c'est vérifier ce qui est applicable au moins de 3 tonnes 5 et au plus de 2 tonnes 5 par rapport au règlement pour voir quelles sont les obligations ou pas des dispositions. J'ai bien noté et on apportera une réponse prochainement. Marie Frick dans le chat qui disait qu'il en était de même pour les entreprises de travaux publics avec pas mal de chargement, déchargement dans la même journée. Je vais déjà chercher en parallèle en suivant le reste de la présentation et si j'ai une réponse d'ici là, je vous la fournirai. Voilà, je repasse la main à Kevin. Je réactive mon micro peut-être. Oui, donc poursuivant sur la présentation. Donc concernant la partie accès à la profession. Donc ce qu'on souhaitait réaborder avec vous, donc dans une première partie, la qualification des conducteurs. Donc effectivement, j'ai remis une petite synthèse de la partie formation initiale et continue pour pouvoir comparer ce qui a trait à la partie marchandises et voyageurs. Donc c'est un tableau qui compare effectivement les exigences en termes de FIMO et FCO entre marchandises et voyageurs. Il est essentiel de bien comprendre ces obligations communes et spécificités de chaque secteur
Donc d'abord les points identiques, puisqu'en fait, pour la partie marchandises et voyageurs, la FIMO initiale, donc la formation initiale, dure toujours 140 heures, donc environ 4 semaines en centre agréé, donc par les DREAL. Donc c'est des formations de base sur la sécurité routière, réglementation européenne, la conduite rationnelle et logistique. Et à l'issue, donc on obtient une carte de qualification de conducteur qui est valable 5 ans. Donc ensuite, la formation continue, elle, est obligatoire tous les 5 ans. Donc là, pareil, ça refait le focus en 35 heures sur la partie conduite rationnelle, la réglementation et les risques associés. Donc voilà, c'est la même durée pour les deux catégories, et donc à renouveler tous les 5 ans. Sur les différences clés entre les deux typologies de formation, donc pour la marchandise, donc c'est vraiment lié au PTAC supérieur à 3,5 tonnes et au permis C ou CE. Donc les dispenses s'appliquent si vous avez un diplôme spécifique, donc notamment CAP conducteur routier de marchandises, BEP conduite et services de transport routier ou des titres professionnels spécifiques, ou encore bac pro, il y avait le bac pro conducteur transport routier de marchandises, ou une expérience continue. Mais ça, effectivement, c'était avoir le permis CE avant le C ou CE avant le 10 septembre 2009 et avoir une pratique professionnelle sans interruption supérieure à 10 ans. C'est des cas que désormais on rencontre très peu. Donc pour la partie voyageur, on parle des transports de plus de 8 places assises, chauffeur inclus. Donc là, il faut le permis D ou DE, une aptitude médicale renforcée et un âge minimum de 24 ans ou 21 ans avec certaines restrictions. Donc là, pareil, il y a des dispenses selon les diplômes ou l'expérience continue. Donc il y a des exceptions, hein, comme vous le savez peut-être déjà, donc avec des exceptions, des exemptions en tout cas, pas besoin de formation pour les véhicules lents sous 45 km/h, les transports privés non commerciaux ou les urgences. Donc voilà, et puis enfin, la possibilité d'effectuer des passerelles avec 35 heures supplémentaires quand un conducteur est qualifié au niveau des marchandises. Il peut passer la qualification voyage. Et vice-versa, si le permis est adapté et qu'il a une CQC valide. Du coup. Donc voilà pour la partie synthèse. Sur la partie délivrance des agréments des centres de formation, donc là, la délivrance des agréments des centres, c'est encadré réglementairement. Et c'est les DREAL en fait qui gèrent les agréments des centres de formation au niveau national. Donc pour la partie réglementaire, c'est l'arrêté du 3 janvier 2008 qui vraiment cadre l'agrément des centres qui dispensent les formations FIMO et FCO. Donc pour une demande initiale ou de renouvellement, hein, d'ailleurs, attention, j'ai mis en point clé que le renouvellement n'est pas automatique. Donc les centres, effectivement, dans le cadre des renouvellements, doivent soumettre une nouvelle demande qui est conforme à l'arrêté ministériel. Et il n'y a aucune dispense qui est prévue par la réglementation. Donc les centres établissent un courrier qui précise le type d'agrément qui est demandé. Donc que ce soit FIMO marchandises, FCO voyageurs, passerelles, etc., accompagné des pièces justificatives qui figurent dans l'arrêté du 3 janvier 2008. Et voilà, une fois que le dossier est complet, l'ADREAL a 4 mois pour instruire ce dossier et donc voilà, l'agrément peut être délivré. Donc à savoir que les agréments peuvent être cumulés, on peut faire à la fois de la FIMO FCO marchandises, de la FIMO FCO voyageurs avec la passerelle, et il y en a même certains qui deviennent aussi organisateurs d'examen. Voilà, sur la responsabilité des centres, effectivement, donc les centres s'engagent à dispenser des formations conformes et à valider les formations et délivrer des CQP provisoires. Donc, c'est 4 mois maximum. Et puis, nous, en tant que DREAL, on peut être amené derrière à contrôler ces centres. Donc, on contrôle principalement voilà, les moyens pédagogiques, donc tout ce qui a été décrit dans le dossier, hein, les locaux, les équipements, les véhicules pour la pratique, la qualification des formateurs. Donc ça, c'est pareil, c'est tout ce qui a été transmis dans le dossier avec l'expérience en transport, les certifications pédagogiques, la capacité logistique, voilà, le nombre de stagiaires accueillis en simultané, le calendrier des formations, et puis la conformité administrative. Donc là, c'est tout ce qui est assurance, responsabilité civile, etc.
Donc, on a une équipe qui est dédiée au niveau de la DREAL Grand Est. Donc, on a un expert qui est basé à Metz qui s'occupe en fait de la gestion des agréments des centres de formation et des contrôles également et des sollicitations, de la réponse aux sollicitations des centres de formation, puisque il y a énormément de questions qui remontent de ces centres pour lesquelles voilà, la réponse figure pas de but en blanc dans la réglementation. Donc, on consulte régulièrement la centrale pour avoir des réponses à nos questions et les diffuser aux différents centres. Voilà sur la partie agrément. Donc, c'est des agréments, c'est des arrêtés préfectoraux en fait qui sont signés concrètement par délégation du préfet de région. Sur les chiffres clés, donc pour faire le focus sur les centres agréés en DREAL Grand Est, donc on a 27 établissements pour 68 centres de formation, puisqu'on a des établissements principaux et des établissements secondaires. Et actuellement, on a 39 agréments en cours. Donc, vous voyez sur le graphique la répartition du nombre d'agréments en cours par département et par type d'agrément, si c'est marchandises ou voyageurs. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, un expert dédié, qui s'occupe de la boîte mail qui est dédiée, qui est relevée quotidiennement. Donc, je vous ai remis la boîte mail s'il y a des interrogations spécifiques sur les formations. C'est lui qui se charge de compiler toutes les questions, d'y répondre, le cas échéant, s'il possède la réponse, enfin voilà, s'il a déjà été confronté à ce cas de figure, ou sinon les questions sont remontées directement en centrale. Oui, Nicolas. Moi, j'avais une petite question quand je vois les chiffres clés. Est-ce que vous, je pense que vous avez une cartographie de ces différents centres, et ça serait pour vérifier qu'on a bien la même avec celle qu'on a au travers de l'AFT. Voilà. On a une base de données des centres de formation, juste s'assurer qu'on a bien la même. Il faudra qu'on recroise nos données, mais en tout cas, oui, tous nos centres sont suivis. Enfin voilà, on a un tableau de suivi des centres avec les agréments en cours. Ouais. Peut-être avant qu'on passe au point suivant, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, j'en ai pas vu dans le chat, mais on peut prendre un instant. Si je peux prendre la parole. On parle de 27 établissements, 68 centres et 39 agréments. C'est-à-dire que tous les centres n'ont pas les agréments pour le voyageur, pour les différents métiers. C'est ça, on peut faire un agrément spécifique pour voyageurs, un agrément spécifique pour marchandises. Et au sein de ce même agrément, on peut lister donc l'établissement principal, mais aussi les établissements secondaires, ou pas. Et sur les contrôles, est-ce que vous avez déjà trouvé des anomalies? Parce que si ça dit c'est établissement contrôlé par an, ça fait... c'est pas trop mal quand même. Ça fait. Est-ce qu'il y a des soucis parfois? Effectivement, nos contrôles servent à ça. En général, on priorise les contrôles, notamment quand on a des demandes de renouvellement, on en profite pour aller sur le centre, voir que tout est carré, etc. Par contre, effectivement, c'est régulier qu'on constate des manquements, ou en tout cas, c'est plus en général sur le côté organisationnel où il y a quelques manquements. Mais bon, on est là pour faire preuve de pédagogie, donc pour essayer à ce que les centres s'améliorent. Donc, on leur fait des remarques. Des radiations, j'en connais pas. Moi, depuis que je suis arrivé, en tout cas. Dans tous les cas, on peut passer par une étape de suspension avant d'aller plus loin, quoi. Il y a une possibilité de suspension d'agrément sur un temps donné. On passe souvent par l'étape de rappel à la réglementation, demande de mesures correctives avant d'aller jusqu'à la suspension. Mais dans des cas qui seraient graves avec beaucoup de manquements, on pourrait aller jusqu'à une proposition de suspension. Mais je sais même pas si notre expert qui est là depuis de nombreuses années a déjà connu le cas. Une question dans le chat d'Anthony Feuillet, mais qui rejoint un petit peu ma question tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a une liste où on peut retrouver l'ensemble des centres de formation agréés dans la région? Eh bien, c'est une bonne question, puisqu'effectivement, on avait prévu en 2026, en tout cas, de refaire une communication sur le site internet, parce qu'effectivement, la liste n'est pas disponible, facilement accessible aujourd'hui. Donc, ça permettra de remettre à jour cette liste des centres agréés sur notre liste internet, sur notre site internet de la DREAL Grand Est. Une fois qu'on aura pu recroiser nos données. C'est vrai que sur les centres de formation, je pense toujours à ce qu'on trouve sur le site de l'AFT, sur Choisis ton avenir, mais en fait, il n'y a pas de garantie sur
sur l'agrément. Quand il y a des insatisfactions vis-à-vis d'un centre, il y a un échange avec dire un peu les financeurs et organisateurs de la formation que peuvent être l'AFT, que peuvent être l'Éducation nationale, que peuvent être l'OFCO. Est-ce qu'il y a des échanges? À ma connaissance, non. En tout cas, nous, on s'adresse directement aux responsables du centre de formation, hein, quand on est en contrôle. Donc, la restitution, en général, on fait appel aussi aux formateurs qui sont présents, etc., pour échanger avec eux. Mais la restitution se fait uniquement avec le responsable du centre de formation actuellement. C'est vrai qu'on prévoit aussi avec l'expert cette année de faire une réunion spécifique à destination des centres, justement pour pouvoir évoquer en fait les questions les plus couramment remontées, enfin voilà, des cas concrets, etc. On communiquera sur le sujet au courant 2026. Sur la partie qualification des gestionnaires de transport, donc là effectivement ça concerne en fait les 4 conditions, hein, pour avoir accès à la profession de transporteur routier public de marchandises, de voyageurs ou commissionnaire de transport. Donc là, l'objectif, c'est de faire le focus sur la capacité professionnelle, outre les autres conditions qui sont l'honorabilité, la capacité financière et la condition d'établissement. Donc concernant la capacité professionnelle en transport public routier, 3 voies, hein, sont possibles pour obtenir l'attestation de capacité professionnelle. Donc c'est vraiment le sésame pour diriger légalement une entreprise de transport routier. Donc la première voie, c'est l'examen écrit, c'est la voie principale, hein, pour avoir la capacité professionnelle. Donc c'est un examen qui se déroule de manière annuelle et nationale. Tous les candidats le passent le même jour. En général, c'est courant octobre. Aujourd'hui, l'inscription est entièrement dématérialisée via l'outil Cyclade. Donc en général, les inscriptions se font entre mai et juillet. Donc là, maintenant, c'est très facile. On transmet ses justificatifs, qui sont la pièce d'identité, le justificatif de domicile, l'attestation de service national pour les Français. On les télécharge directement sur la plateforme. Et après, on reçoit une convocation numérique. Donc pour s'inscrire, il faut quand même qu'on s'acquitte d'une redevance de 30 € actuellement. Et aujourd'hui, donc on dispose d'un centre unique d'examen qui est à Arcueil en Île-de-France pour ceux qui sont domiciliés en métropole. Et il y a des centres pour les dom-tom, des centres organisés localement qui permettent le déroulement de cet examen. Donc l'examen, en quoi ça consiste? Donc c'est 4 heures d'épreuve écrite. Donc il y a 2 formats qui coexistent. Donc il y a 50 questions à choix multiples qui sont notées sur 100 points et des questions à réponse courte et des études de cas qui sont notées sur 100 points. Donc le contenu, il porte sur 6 matières clés qui sont le droit commercial, la gestion financière, la réglementation des transports, les ressources humaines et la sécurité et l'exploitation d'une entreprise. Donc le seuil minimum pour avoir cet examen, donc c'est 120 points sur 200, sachant qu'il y a des notes aussi éliminatoires, parce qu'on ne peut pas négliger un des domaines qui est dispensé en tout cas qui est examiné au cours de cet examen. Donc les candidats ont 3 essais possibles et sinon ils doivent refaire l'intégralité de la formation. Donc voilà pour l'examen écrit. Sur la deuxième voie qui est l'équivalence de diplôme, donc effectivement cette voie elle est restrictive mais elle existe. Il y a des diplômes qui sont spécifiquement énumérés dans la décision dont j'ai remis le lien dans la présentation. La décision du 31 janvier 2025 qui vient modifier celle du 9 février 2012. Donc là, ça vient lister en fait tous les diplômes qui sont en général, il y a des bac+2 en gestion des transports, type BTS, DUT, etc. Donc voilà, on a cette liste-là dans la décision. Et enfin, la troisième voie, l'expérience professionnelle. Donc ça, c'est une voie qui est vraiment exceptionnelle et strictement encadrée. On peut demander une attestation de titre de l'expérience uniquement si on a géré en permanence une entreprise de transport routier de marchandises durant 10 ans sans interruption avant le 4 décembre 2009. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une voie qui ne s'applique plus qu'à des cas vraiment très spécifiques, très rares, du fait que effectivement, il fallait que les conducteurs et gestionnaires en activité ininterrompue depuis 10 ans avant 2009. Voilà, avant de passer à la suite, s'il y a des questions sur un CAPA Pro. Une question, puis je vois que Laurent aussi en a une. Il disait que l'examen écrit, c'était la principale voie d'accès. Est-ce qu'on a la répartition en pourcentage? Non, j'ai pas la répartition.
Mais oui, on est à plus de 80%. Ok, d'accord. Dire les chiffres. Oui, bon, ça donne déjà l'ordre de grandeur. Je voulais juste parler un petit peu d'honorabilité. On sait que si de tête, après 3 ou 4 infractions de 5e classe, on perd l'honorabilité, on a la possibilité de renouveler la licence transport. La seule chose qui me gêne dans ce cas-là, c'est qu'à aucun moment, il y a de remise en cause. C'est-à-dire que c'est une addition pour avoir le cas chez un confrère, c'est sur une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il n'y a pas de remise à zéro. Donc, à un moment, au bout de 15 ans, vous pouvez arriver à la 5e infraction, enfin à la 3e infraction, pardon, et vous retrouvez au moment de la renouvellement de la licence dans l'incapacité de faire le renouvellement. Et pour pouvoir s'en sortir, il faut faire appel à des avocats pour arriver à sortir, à montrer sa bonne foi. Je veux dire, il y a rien il n'y a pas de remise en cause de ce système parce que bon, sur une vingtaine d'années, 3 infractions, ça me paraît un peu compliqué, quoi. Alors, peut-être, est-ce que c'est écrit quelque part dans la loi? Est-ce que c'est écrit quelque part est-ce qu'il y a une possibilité de réformer un peu ce système? Parce que 3 infractions de 5e classe, bon, c'est pas anodin, mais si on prend sur plusieurs années, c'est pas une intention manifeste de faire des infractions. Sur la partie honorabilité, c'est vraiment des infractions qui sont très spécifiques et liées au transport, enfin au code du transport. Hein, donc tout ce qui est inscrit dans le casier judiciaire n'est pas retenu. Par contre, il faut savoir qu'il y a quand même des mécanismes et des façons des mentions sur le bulletin B2. Bon, alors je ne saurais pas plus en dire dans les détails, mais c'est vrai qu'on voit parfois des entrepreneurs qui ont pu écraser des mentions sur leur casier pour justement justifier de leur honorabilité. Et par contre, ce B2, on ne peut pas l'avoir. Alors vous pouvez faire, il y a des démarches qui existent, hein, vous pouvez, il me semble, personnellement, à titre personnel, faire la demande. Nous, on y a accès puisqu'effectivement, on doit vérifier l'honorabilité des personnes physiques et des personnes morales. Parce que le collègue qui a eu ce problème, il a roulé 2 à 3 mois sans licence. Hein. Et c'est là où le problème, c'est au moment du renouvellement qu'on se rend compte qu'on a un souci. Est-ce qu'on ne peut pas le savoir à l'avance? Comme je vous disais, oui, je pense qu'il est possible de faire une demande à titre personnel pour obtenir son casier B2. Hein. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément, enfin, voilà, on l'a pas en consultation directe comme on pourrait avoir nos points sur le permis. Il y a peut-être des choses à voir. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre quelque chose en place pour que le dirigeant qui a l'attestation soit au courant? Ou un avertissement peut-être 1 an avant, disant attention, vous avez un problème. En tant que particulier, vous pouvez demander à consulter votre casier, votre bulletin numéro 3. Le B3, ouais. Pas le B2. Nous, par exemple, on demandait le B3 à tous nos conducteurs. Je sais pas, c'est peut-être une piste à réfléchir. Je ne sais pas si c'est du ressort de l'AVERN, hein, mais. Ah non, pas du tout. Hein, ça va être du ressort de la justice. Donc ça, c'est à voir avec la justice. Ouais. Oui, mais enfin, le texte de renouvellement de l'attestation de capacité, elle est bien décrite. C'est pas la justice qui a écrit l'attestation de capacité, si? Non, non, nous, en fait, on va demander à consulter le casier B2 de l'entreprise et du gestionnaire. On va faire ces vérifications d'honorabilité, mais on consulte un site qui appartient à la justice, voilà, qui nous met à disposition les B2. Vous le faites au moment où il y a la demande? Oui. Ça le souci. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une possibilité que celui qui fait la demande soit au courant a priori plutôt qu'a posteriori, quoi. Quand il y a une condamnation qui est prononcée, les personnes qui sont concernées sont au courant. D'accord, mais ça veut dire que sur 15 ans, je mets un petit bâton, tiens, je suis condamné, en 2000. Non, mais je pense que vous pouvez contacter après la justice pour avoir accès au B2, des responsables, du gestionnaire ou de l'entreprise. Ce qui serait peut-être bon à ce moment-là, c'est que nous, enfin, aux organisations professionnelles, de signaler à leurs adhérents, avant de faire la demande, peut-être 1 an avant, de vérifier dans le B2 s'il n'y aura pas de souci. Oui, ça peut être un point d'intention, effectivement, porté au gestionnaire, mais effectivement, il y a la possibilité, là, donc je suis sur le site du service public, de demander l'accès aux 3 bulletins B1, B2, B3 du casier judiciaire, courrier libre adressé au procureur de la République. Oui, je me permets de m'intervenir et de vous saluer. Donc, Benjamin Benoît, là, je suis désolé, je suis hébergé généreusement par Nicolas Wadvesi dans son bureau. C'est les aléas. C'est la première fois que ça m'arrive depuis très longtemps là, d'avoir le micro coupé. Je remercie Kevin et Sophie, mais je reviendrai après là pour toutes leurs. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que nous, en tant que DREAL,
Le B2, on a vraiment des agents qui sont chargés d'aller le consulter au moment, c'est ça, des renouvellements d'agréments. C'est dans d'autres, c'est aussi le cas pour les centres de contrôle technique. Et voilà, c'est à ce moment-là, effectivement, dans le cadre d'un agrément, qu'on peut intervenir et le signaler ou refuser quelque chose. Mais je pense pas que, l'idée là, avec alors voilà, j'ai pas les documents sous les yeux malheureusement, mais c'est vrai que je pense que peut-être vous pouvez inviter vos adhérents quand ils ont connaissance d'infractions, à faire cette démarche en amont. Ça me paraît vraiment être la solution la plus opérationnelle, hein, s'ils peuvent le consulter. Et anticiper les délais, parce que même nous, à un moment, interroger les B2, ça peut être des délais assez fluctuants, hein. Ça se fait pas c'est pas immédiat, hein. Je vous mets 2 liens dans le chat à ce sujet-là que vos adhérents peuvent consulter pour avoir des informations sur le B2. Dans le chat, on a une question. Enfin, on a même 2 questions. Alors, je vais continuer sur la question du casier judiciaire, puis je parlerai après de la question de Lydia Ziron. Ludovic Ranto, sauf erreur de ma part, il est possible de consulter son propre casier B2 directement auprès du greffe. Il existe la possibilité, oui, de demander la levée de B2 via un avocat. Et donc, la question de Lydia Ziron, c'était sur l'examen écrit pour la capacité professionnelle. Est-ce qu'on a une idée du taux de réussite de cet examen? Alors, sur le dernier examen, j'ai pas les chiffres en tête. Je sais pas si mes collègues l'ont par hasard. N'étant pas dans mon bureau, je confirme que le dernier examen, on n'a pas encore les chiffres parce que c'est à tout début janvier, là, c'est pas encore le cas. Par contre, comme maintenant c'est centralisé l'examen à Arcueil, c'est un organisme qui pilote tout ça et on doit avoir les chiffres de l'année dernière. Et du coup, j'ai peur de dire une bêtise de tête. Mais si, peut-être que du coup, Kevin ou Sophie peuvent retrouver sur le mail, mais sinon on le mettra dans le chat. J'aurais peur de dire une bêtise. On regardera, on vous transmettra les données Ouais, postérieurement. Je les ai là, mais il faut juste que ça s'ouvre. Alors, ça dépend si votre question porte sur le TRM, le TRV ou sur les commissionnaires. Bah, sinon, cite les 3. Hein. Je vais regarder s'il y a les totaux. Non, ça demande un peu de traitement de données. On a juste le TRM, listing a des priori, personnes. Madame Ziron est intéressée sur le TRM principalement. Mais après, sinon, je retournerai dans mon bureau, j'irai les chercher. On regarde ça, si je le trouve, je vous le dis. Le taux de réussite sur le TRM. Dans le chat, on a une autre question. Quelles sont les infractions qui excluent l'honorabilité? Ce sont toutes les infractions 5e classe. Donc, par exemple, un absent des extincteurs quand on fait de la matière dangereuse, c'est une 5e classe, pour le situer un peu. Et ça peut être aussi tout dépassement de temps de conduite des conducteurs qui sont à plus de 20% au-delà des maxima. Il y a tout le reste, hein, il y en a d'autres. Hein. Mais la liste, je ne sais pas s'il existe une liste des infractions 5e classe. J'en ai jamais vu en tout cas. Donc là, il faut retrouver la référence au code des transports. Tout ce qui est, nous en tout cas, qui est retenu dans l'instruction de nos dossiers, c'est toutes les infractions qui sont graves ou incompatibles avec l'exercice professionnel. Donc on a effectivement, je suis en train de rechercher les références réglementaires. Voilà, donc on a le R 3113-26 du code des transports en fait qui disent peuvent perdre l'honorabilité les personnes lorsqu'elles font l'objet, plusieurs condamnations. Donc il y a les infractions qui sont mentionnées aux articles. Voilà, on retrouve toute la liste des infractions qui sont en tout cas retenues dans le cadre, nous, de nos instructions et de la délivrance des titres. Donc c'est le R3113-26, Code des transports. On avait une question dans le chat sur l'équivalence de diplôme. Donc j'ai mis le lien vers la référence en question des différents Ah oui, la diplômes. décision du 31 juillet, ouais. Effectivement, il y en a quand même pas mal. Benjamin était reparti dans son bureau pour essayer de vous répondre concernant Trouver les données. les statistiques sur les taux de réussite à l'examen. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être enchaîner sur la CTSA, puis on reviendra sur le sujet pour répondre à la question. Alors sur cette dernière partie, donc on souhaite aborder et vous présenter donc la partie théorique et pratique, la commission territoriale des sanctions administratives. Donc en théorie, qui encadre cette commission, donc c'est la réglementation européenne. Hein, on retrouve les références dans les règlements européens 1071, 1072, 1073, le code des transports également.
Donc cette commission, elle a 3 champs de compétences. Donc le premier, regard des entreprises, que ce soit les entreprises de transport public, routier de marchandises ou de personnes, de location de véhicules industriels avec conducteur, de déménagement, mais également les commissionnaires de transport. Également les entreprises pour lesquelles le transport est accessoire à l'activité principale de transport privé. Elle a des compétences au regard des réglementations, donc notamment pour tout ce qui est infraction liées aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité en France, et pour les entreprises non résidentes, de tout ce qui a trait aux infractions graves et aux règles de cabotage ou la RSE, dans le cadre d'opérations de cabotage. Et enfin, sa dernière compétence, au regard de l'exigence d'honorabilité, donc c'est là que sera statuée la perte d'honorabilité d'une entreprise, d'un gestionnaire de transport et ou du responsable légal ou toute autre personne qui est concernée dans cette entreprise. Donc l'objectif de cette commission, elle a un rôle vraiment consultatif. Elle doit donner un avis à l'autorité administrative qui est le préfet de région, préalablement à sa prise de décision de sanction administrative. Elle vient en complément aux contrôles qui sont menés au quotidien par les contrôleurs de la DREAL, puisqu'effectivement toutes les DREAL sont sollicitées. Comment une entreprise, un comportement infractionniste est repéré au sein d'une entreprise. Voilà, on va consulter aussi toutes les DREAL pour voir tous les contrôles qui ont pu être réalisés en bord de route, mais aussi en entreprise directement. Et elle revêt un caractère contradictoire, effectivement, puisque on le verra, l'entreprise est convoquée et peut participer à cette commission. Voilà, ses missions principales. Donc, elle vient examiner les manquements qui sont relevés par les services de contrôle, comme on vient de le dire. Elle vise à garantir un traitement impartial et contradictoire des dossiers pour prendre des décisions administratives qui soient rapides et proportionnées au comportement infractionniste de l'entreprise. Mais aussi intervient dans le sens en prévention pour prévenir les pratiques déloyales et protéger les conducteurs et les usagers. Et donc tout ça participe à la régulation du marché du transport routier. Donc les membres de cette commission, vous voyez, il y en a un certain nombre. Donc il y a un président qui est nommé par le préfet de région, 2 représentants de l'État. Donc on a à la fois l'inspection du travail et la DREAL sur la partie régulation du transport routier. Un représentant des usagers des transports de marchandises, un représentant, selon la formation, un représentant des usagers des transports de personnes, 4 représentants des entreprises, pour la partie marchandises, commissionnaire ou transport de personnes, les représentants des salariés des entreprises également. Et puis d'autres personnes sont présentes, notamment le rapporteur et son suppléant qui sont désignés par le préfet de région, le secrétariat qui est en général assuré par l'ADREAL sous l'autorité du président, et puis en fonction des besoins, s'il y a besoin de convoquer des experts, ou plusieurs. Donc voilà, l'équilibre de la composition de la CTSA et la diversité des membres qui y sont représentés vise à l'impartialité des avis émis. Donc voilà, c'est vraiment un échange au quotidien pendant cette commission qui permettent d'établir un avis impartial. Les sanctions encourues, donc pour une entreprise qui est établie en France, donc sur la partie infraction réglementation relative au transport, aux conditions de travail, à la santé, à la sécurité, les sanctions possibles sont le retrait de titre administratif, suspension temporaire ou définitive, l'immobilisation administrative de véhicules. Donc là, c'est une immobilisation de 3 mois maximum. Sur la partie gestionnaire de transport, où l'entreprise de transport en fait l'objet de condamnation pénale grave et de contraventions importantes, là on peut juger de la perte d'honorabilité, comme on l'a vu, donc de la personne morale, donc de l'entreprise, ou de ses gestionnaires, dirigeants, responsables légaux. Et enfin, donc pour des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport en matière de réglementation de transport, de travail et de sécurité, on peut effectivement émettre un avis sur la radiation définitive ou temporaire pour le commissionnaire de transport. Pour les entreprises établies à l'étranger, donc là, comme je l'ai dit auparavant, on va se focaliser sur les infractions graves qui sont listées dans le règlement 1072 ou à la législation communautaire dans le domaine du transport routier lors d'une opération de cabotage. Donc là, les sanctions qui sont encourues par l'entreprise étrangère, en fait, c'est l'interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national
et ce pour une durée maximale de 12 mois. Donc le déroulement d'une CTSA, en fait, il est possible en amont d'une CTSA déjà, si on a repéré qu'une entreprise était infractionniste, le préfet, il peut aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ces pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise. Donc là, on va rédiger un courrier concrètement à l'entreprise pour lui dire qu'effectivement, on a constaté des pratiques en tout cas infractionnistes au sein de l'entreprise, notamment à travers les contrôles routes ou à travers les contrôles d'entreprise. Et donc, on lui transmet un courrier d'avertissement pour lui rappeler en fait les sanctions administratives qu'il encourt. Donc comme ça, au moins, l'entreprise elle est parfaitement informée des sanctions et si jamais le comportement infractionniste perdure, c'est un élément aussi supplémentaire lors de sa présentation devant cette commission. Donc voilà, une fois que les entreprises, une fois qu'on a constaté toujours des manquements répétés, des comportements infractionnistes des entreprises, on prépare des dossiers en amont et les convocations de ces entreprises à la commission. Donc les dossiers, en fait, ça vient refaire l'état de tous les éléments constitutifs des infractions qui ont été relevées contre l'entreprise, des sanctions encourues, voilà, et de ce que en fait on propose à la commission finalement pour sanctionner l'entreprise. Donc voilà, une fois que les dossiers et les convocations ont été envoyés, en général c'est 1 mois et demi avant la tenue de la commission. Hein, donc tous les rapports qui sont établis par l'ADREAL sont envoyés aux entreprises et aux membres de la commission. La commission se réunit en séance. Donc le jour de la séance, donc comme on l'a dit, la CTSA ne juge pas, mais elle rend un avis au préfet qui lui prend la décision de sanction derrière. Donc en général, la séance elle se déroule en 2 parties. On a la première partie où là, effectivement, on peut avoir un représentant de l'entreprise qui se fait accompagner, par exemple, ou pas d'un avocat. Donc là, c'est un échange. Hein, on revient sur le comportement, on rebalaye le rapport. Le rapporteur qui est présent reliste voilà tous les éléments qui ont été mis dans le rapport. Et puis après, une discussion s'engage avec l'entreprise. Dans cette commission, on doit se dispenser de tout commentaire subjectif. Donc c'est vraiment des faits qui sont relatés et on ne se base que sur des éléments factuels pendant cette commission. Comme ça, les membres de la CTSA peuvent se forger un avis. Et donc la seconde partie, l'entreprise sort de la salle et puis les membres, du coup, délibèrent entre eux pour rendre un avis. Et l'avis est voté. Et voilà, la séance se termine sur le vote sur l'avis qui sera proposé au préfet en termes de sanctions. Donc à la suite de la CTSA, donc il y a un compte-rendu qui est établi avec l'avis de la CTSA officielle qui était retenu. Et puis ensuite, tous ces éléments-là sont transmis pour décision préfectorale. Donc là, le préfet, en tout cas l'ADREAL pour le compte du préfet, rédige un projet d'arrêté préfectoral de sanctions administratives en prenant en compte l'avis de la CTSA et tous les éléments qui ont été échangés en amont et lors de cette commission. Et puis, la décision est prise, donc des arrêtés préfectoraux sont signés de sanctions. Ces arrêtés préfectoraux sont notifiés aux entreprises et ces entreprises ont l'obligation, en tout cas pour les entreprises françaises, de publier ces décisions dans les locaux de l'entreprise et par voie de presse, donc publication dans 2 journaux locaux. Et puis, effectivement, cette décision, elle est intégrée au registre national des transporteurs. Comme ça, tous les contrôleurs en France peuvent savoir si une entreprise a fait l'objet d'une sanction administrative suite à cette TSA. Et l'exécution de la décision, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est soit le retrait temporaire définitif des titres de transport, par exemple. Quand il y a des immobilisations de véhicules, voilà, c'est des contrôleurs se rendent sur place pour immobiliser les véhicules. Donc voilà, on est vraiment après post-CTSA dans cette partie mise en œuvre des sanctions. Donc pour faire le lien avec tout ce qu'on vient de détailler, donc la dernière CTSA qui s'est tenue en DREAL Grand Est, donc c'était à Strasbourg au mois de novembre 2025. Donc 4 entreprises ont été traduites devant cette commission, donc 2 entreprises françaises et 2 entreprises étrangères. Donc le premier dossier là que vous voyez à l'écran donc concerne une entreprise française. Donc c'est un dossier qui a été porté par l'inspection du travail. Donc comme je l'ai dit, les 2 membres représentants de l'État, donc une partie inspection du travail et une partie DREAL. Donc ce dossier a été présenté par l'inspection du travail et concernait l'entreprise
basée à Elkirch. Donc cette entreprise, les manquements qui ont été constatés, donc absence ou mauvaise utilisation des livrets individuels de contrôle. Donc l'inspection du travail avait établi 12 procédures pour défaut de leak ou falsification entre 2020 et 2025. Non-respect des temps de repos et de travail, donc des repos journaliers insuffisants et des dépassements de la durée quotidienne maximale de travail. Des obstacles au contrôle. Effectivement, l'entreprise avait refusé de transmettre des documentations à l'inspection du travail et de la dissimulation d'infractions via des livrets justement individuels de contrôle qui étaient pré-remplis ou falsifiés. Il y a aussi des atteintes qui ont été relevées aux droits des salariés avec le non-paiement des salaires, de certains salaires en janvier 2025 et des ruptures conventionnelles imposées sans procédure légale. Et toutes ces infractions constituent des risques prépondérants, notamment pour la sécurité routière, en termes de fatigue des conducteurs, dû au temps de repos non respecté, la concurrence déloyale, avec les avantages induits par le non-respect des règles sociales, et la détérioration des conditions de travail, puisque certains salariés n'ont pas été payés pour leurs heures supplémentaires. Donc en termes de sanctions, dans le rapport qui avait été proposé à la commission, était proposé un retrait de copies conformes de licence de transport intérieur de marchandises de donc 30 copies pendant une durée d'1 mois. À l'issue des échanges pendant la commission donc qui se sont opérés, la commission a décidé de rendre un avis du coup plus défavorable en faveur de l'entreprise, puisque a été voté 40 retraits temporaires de copies conformes pendant 1 mois. Mais finalement, entre-temps, d'autres éléments sont apparus puisqu'il s'est avéré que l'entreprise possédait plus de copies conformes que ce qui avait été intégré dans la rédaction, pour la rédaction du rapport, puisqu'elle avait demandé à obtenir des titres supplémentaires entre la période où le rapport a été rédigé et la tenue de la commission. Donc, il a été décidé par l'autorité préfectorale d'ajuster le nombre de retraits de copies conformes de manière proportionnelle, en fait. Si, admettons, 40 copies conformes avaient été décidées de retirer pour 300 copies conformes en tout, là, vu qu'elle en avait, 350, elle a été décidé d'en retirer 51 pendant 1 mois. Donc, les arrêtés préfectoraux sont publiés dans le recueil des actes administratifs, et donc la sanction a été signée le 16 janvier 2026 par le préfet de région. Donc ça, c'est la première entreprise française. La seconde concerne un transporteur aussi dans le 67, à Mittelhaus-Bergen, donc transport. Donc là, c'est un transporteur qui est seul, qui gère son entreprise seul, où un comportement récurrent et aggravant et de récidive, malgré des avertissements et des contrôles en entreprise, a été constaté. Donc, parmi ses comportements récurrents et aggravants, donc la conduite sans carte, les dépassements des temps de conduite journaliers, les dépassements des temps de conduite ininterrompus, des repos journaliers insuffisants. Donc là, c'est vraiment le gestionnaire qui est en première ligne puisqu'il est seul dans l'entreprise et c'est lui-même qui est auteur des infractions. Donc là, de gros risques pour la sécurité routière, fatigue, excès de conduite, de la concurrence déloyale, effectivement, des avantages économiques illégaux face à des entreprises qui respectent la réglementation. Donc, ce qui était proposé initialement dans le rapport en amont de la commission, c'était l'immobilisation de son seul et unique véhicule roulant d'1 mois. Ce qui a été voté par la commission, donc, c'est l'immobilisation du véhicule pendant 3 mois et le retrait temporaire de sa licence également pendant 3 mois. Et c'est la décision qui a été signée par le préfet de région en date du 16 janvier. Concernant l'avant-dernière entreprise, donc donc les 2 dernières sont des entreprises étrangères, donc celle-ci, entreprise polonaise qui effectivement avait un comportement récurrent et aggravant avec 11 délits commis en 16 mois. Sur 34 véhicules contrôlés, 19 étaient en infraction, donc plus de 50% de taux d'infraction. Et donc sur les critères aggravants, donc l'augmentation des infractions malgré les verbalisations, la concurrence déloyale via le non-respect des droits des conducteurs, et surtout l'absence de volonté de remise en conformité, puisqu'en fait, malgré les contrôles, les mêmes infractions étaient commises et ont continué d'être commises. Donc la sanction, l'interdiction de cabotage sur le territoire national, donc la sanction maximum avait été proposée, donc interdiction pour une période de 12 mois. C'est ce qui a été voté et signé par arrêté préfectoral. Et sur la dernière entreprise, donc c'est une entreprise espagnole
Pareil, une entreprise en infraction systématique malgré les contrôles, avec un taux d'infraction de 32%. 7 procédures en 7 mois, donc dont 6 délits pour cabotage irrégulier, donc avec une répétition, puisque la première verbalisation en décembre 2024, 5 opérations de cabotage illégal. Et derrière, ils ont poursuivi le cabotage illégal, puisque en janvier 2025, ça s'est réitéré, en mars 2025 également, avec 12 opérations illégales, qui était le record finalement. Et donc, pas de transmission de preuves. Les lettres de voiture étaient manquantes ou incomplètes, falsification des justificatifs. Donc voilà, clairement ici, pareil, avantage indu sur les transporteurs français, respectueux des règles, et risque pour la sécurité routière avec les dépassements des temps de conduite et de repos qui étaient non respectés. Donc voilà, là, c'était vraiment une entreprise aussi qui a été ciblée pour son comportement délibéré et organisé, et qui justifiait aussi la proposition d'une sanction maximale qui a été du coup proposée, votée et signée par arrêté préfectoral. Voilà pour le retour sur la dernière CTSA. Donc voilà, ça traduit vraiment, enfin en pratique, l'utilité de cette commission qui est là pour justement rendre des avis après cette période de, enfin ce moment de contradictoire avec l'entreprise. Mais on voit bien que les entreprises qui sont traduites ont vraiment des comportements récurrents et graves vis-à-vis de la réglementation. Donc c'est pas n'importe quelle entreprise qui sont traduites en CTSA. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, Laurent Lioli, faisant partie de la CTSA, j'aurais voulu savoir deux petites choses. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'infractions ou du nombre de sanctions administratives faites en France? Et est-ce qu'on a une idée entre les Français et les étrangers? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le préfet, à première vue, donne un avis favorable. Quid de la sanction après? Est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'il y a un appel? Est-ce qu'il y a des possibilités de contourner? Bon, je suppose qu'un étranger ne va pas arrêter du jour au lendemain, donc pas vu, pas pris. Ça, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et est-ce qu'avec le nouveau chronotachygraphe, il sera possible justement de savoir tout de suite les véhicules en infraction? Alors sur le nombre de sanctions au niveau national, il faudrait qu'on puisse compiler les chiffres, mais effectivement les DREAL en général nous avertissent quand des sanctions sont prises à l'encontre des entreprises. Donc c'est vrai que nous à notre échelle, dans le Grand Est, on n'a pas les stats au niveau national, mais je ne sais pas si c'est facilement récupérable. Il faudrait qu'on pose la question. La deuxième question, c'était sur les sanctions prises par le préfet et notamment le risque de contentieux derrière. Donc les entreprises ont un délai et des voies de recours suite à la décision du préfet, une fois qu'elle leur est notifiée. Donc c'est 2 mois pour les entreprises françaises, 4 mois pour les entreprises étrangères. Et dans ces arrêtés préfectoraux, fixe une date de début de la sanction. Donc en général, nous, on propose en tout cas au préfet une mise en application de la sanction à un délai différé, puisqu'en fait, on pourrait le mettre directement dès la notification de l'arrêté préfectoral. Ça n'aurait pas d'intérêt dans le sens où déjà l'entreprise n'aurait pas forcément le temps de se retourner pour réorganiser son activité. Donc c'est pour ça qu'on laisse plusieurs mois en fait, comme les arrêtés préfectoraux là qui ont été signés au mois de janvier, les décisions seront d'application à partir du 1er avril par exemple. Pendant cette période-là, ça laisse à l'entreprise le temps de se retourner, de se réorganiser, et puis voilà, de faire recours aussi si elle le souhaite, de la décision. Est-ce qu'on a déjà eu le cas d'une entreprise qui aurait été sanctionnée et qui, je crois que oui, et qui se serait retrouvée en cabotage illégal, c'est-à-dire avec une interdiction de circuler en France, enfin de faire du cabotage en France, mais qui l'aurait fait malgré tout? Et qu'est-ce qu'il advient à ce moment-là? Est-ce qu'on saisit le véhicule? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau législatif? Sur les entreprises étrangères, notre seul levier d'action, c'est l'interdiction de cabotage. Donc effectivement, on a le cas, et ça fera l'objet de la prochaine CTSA en Grand Est, d'une entreprise qui effectivement était soumise à une interdiction de cabotage et qui sera retraduite devant la CTSA pour justement non-respect de cette interdiction. Mais la seule sanction qui pourrait être proposée, c'est de nouveau une interdiction. Ça veut dire qu'on va interdire le cabotage, mais qui continuera. Et est-ce qu'il y a une amende quand même en plus du retrait de l'interdiction de cabotage? Est-ce qu'ils ont une amende qu'ils payent?
Parce qu'en fait, c'est une histoire de sous. Hein. Bah non, c'était ça, la seule sanction, encore une fois, Ouais. qui peut être proposée, c'est celle-ci. Après, c'est effectivement les contrôles route qui viennent constater des infractions et à l'instant T, quoi. Mais c'est Et est-ce que par rapport au pays, on peut intervenir auprès du pays dont est issue la société pour intervenir? Est-ce que l'État français peut peut-être demander à l'État polonais de dire, bah, attendez voir, celle-là a été sanctionnée 2 fois en France, cabotage illégal, 2 fois de suite. Est-ce qu'il y a une possibilité de rétorsion, au moins dans le pays? Parce qu'autrement, ça ouvre la porte à tout. Hein, je veux dire, j'ai connu un transporteur qui disait, je vais partir 100 camions le dimanche, j'en ai 3 ou 4 qui sont arrêtés, mais il y en a 97 qui sont passés. Il n'y a pas de mesure, on n'a aucune mesure de rétorsion. Quoi. Je peux pas répondre à leur place, mais je crois savoir effectivement, comme dit, quand on a une entreprise avec des interdictions de cabotage d'un an, qui peut être reconvoquée par une CTSA d'une autre DREAL dans quelques années, puisqu'effectivement, c'est des récurrences d'infractions. Nous, à notre niveau, voilà, comme on dit, c'est administratif. Je crois que ce qu'on peut faire, c'est que le ministère en est informé, puisque du coup, je notais votre question sur le nombre de sanctions nationales, internationales. On a quelquefois d'autres DREAL qui nous font suivre pour que les contrôleurs soient informés qu'il y a un arrêté de sanction du préfet de Bretagne, je veux dire, sur l'entreprise. Ils ont forcément un tableau qu'ils mettent à jour, donc on leur demandera en tout cas au moins les éléments statistiques. Et après, c'est vrai, quand on voit ça, je vois que le ministère, pareil, donc chaque pays a un ministère, notre équivalent de ministère des Transports, et c'est vrai que eux, je voyais pour des entreprises d'Europe de l'Est, voilà, on le sait, on rencontre nos homologues d'autres pays européens de l'Est de l'Europe, et voilà, il y a des échanges, des constats qui sont faits, et je crois savoir qu'ils étaient incités effectivement pour que les services de contrôle des transports de Lituanie ou d'Europe de l'Est aillent faire des contrôles en entreprise pour les entreprises concernées, sur la base effectivement de toutes ces difficultés. Ah, voilà, c'est ce que je peux vous dire à ce stade. Très bien, merci. Et l'arrivée du nouveau contrôleur RAF, est-ce qu'elle permettra d'avoir un suivi plus rapide et peut-être réagir plus, se retrouver peut-être avec beaucoup plus de sanctions pour les étrangers, je parle. Ouais, sur ce point, je suis en train de réfléchir sur quels éléments de... À partir du moment où il est communiqué, si je ne me trompe pas, il sera communicant. Donc les forces de l'ordre auront Ah, comment, communicant, le vous relevé parlez automatique. genre des SRC, tout ça, d'interrogation des infractions à distance? Oui, quand il passe, je veux dire, il y a un relevé automatique du chronotachygraphe, mais est-ce qu'il y a un relevé aussi des opérations de transport, chargement, déchargement? Le conducteur est théoriquement supposé relever son chargement, son déchargement. On devrait pouvoir récupérer ces informations pour savoir si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérations de cabotage qu'il a fait ou pas, s'il a bien renseigné. Alors, les indicateurs qui remontent dans le DSRC sont fixés par la réglementation européenne et sont Ouais. assez limités et font l'objet de négociations au niveau des pays européens. Et les opérations de chargement, déchargement, temps de conduite n'apparaissent pas dans les indicateurs obligatoires qui sont remontés dans l'outil. Par contre, ce que l'on peut détecter, c'est le fait qu'un véhicule n'a pas été rétrofité, des débranchements, des absences de cartes. Voilà, il y a un certain nombre d'anomalies qui sont listées, qui sont fixées réglementairement et qui sont redonnées sur les tablettes du DSRC. Aujourd'hui, le DSRC, c'est pas un déploiement de sanctions automatisées sur tout le réseau, hein. C'est un outil, l'Adréal Grand Est, comme toutes les autres DREAL, a été équipé de cette antenne de contrôle qui est finalement à ce stade, avec un nombre de critères, un outil de filtrage, ce qui permet effectivement, voilà, on a des contrôleurs des transports très expérimentés qui, au rond-point, une barrière de péage sur une route, effectivement, peuvent intercepter des véhicules. Avec le DSRC, à minima, ça nous garantit de demander aux forces en tenue d'arrêter un véhicule qui, effectivement, du coup, déjà est particulièrement infractionniste en passant à faible allure devant le contrôleur plutôt que de je veux pas dire que c'est aléatoire, mais voilà, en tout cas, par contre, ça pourrait fixer le véhicule. Donc, ce que vous imaginez, oui, on n'en est pas là à ce stade, mais ça nous permettra pas, effectivement, sur ces sanctions, de pouvoir l'identifier comme ça.
Très bien, merci. Par contre, juste pour compléter, mais après, ouais, c'est pas le sujet. C'est vrai qu'après, si c'est déployé à vive allure, on peut effectivement identifier l'entreprise, quoi. Enfin voilà, après, ça permettrait de voir, de vérifier qui sont pas en cas de cabotage. Mais bon, c'est vrai que là aujourd'hui, vu le flux, quand on est sur un axe passant, ça permet déjà effectivement d'intercepter pour un contrôle approfondi, comme vous le connaissez tous, par un contrôleur des transports, hein, un véhicule qui déjà, a priori, a un nombre effectivement d'anomalies qui méritent investigation plutôt élevé, quoi. Voilà. J'avais deux questions, mais je voulais d'abord relayer la question de Lydia Ziron, mais j'ai vu que Sophie qui avait répondu dans le chat, c'était est-ce que les infractions et sanctions sont inscrites aussi au fichier européen RU? Donc pour certaines infractions, c'est bien le cas, hein, c'est ça? Oui, c'est bien le cas après un certain délai, hein, parce qu'il faut une condamnation normalement, et ça dépend du type d'infraction, selon celles qui sont visées par le règlement européen ou pas. Donc il y a bien une communication normalement aux différents États, et les outils montent petit à petit en puissance pour que ce soit des entreprises qui, sur le bord de la route, puissent être plus facilement identifiées, celles qui ont fait l'objet de plus de sanctions puissent être ciblées spécifiquement pour des contrôles. Donc RU monte en puissance et là, il y aura bientôt le déploiement de RU 3. D'accord. Du coup, les deux questions que j'avais, c'était donc sur le cadre des CTSA. Est-ce qu'on sait comment ça fonctionne à l'étranger? Si j'ai bien compris, on est sur un cadre européen. Est-ce qu'on a des CTSA chez nos voisins, enfin sous une forme différente, je suppose? Enfin, comment ça s'organise chez nos voisins? Et puis ma deuxième question, vous disiez que les entreprises dont le transport est une activité auxiliaire pouvaient aussi passer devant la CTSA. Est-ce que, voilà, pour être sûr de bien comprendre, une entreprise qui fait du BTP, qui fait des chantiers, mais qui a des poids lourds, une entreprise, une laiterie qui fait de la collecte de lait, ces entreprises peuvent bien passer devant une CTSA? Oui, effectivement, ça serait le cas. Pour l'instant, les CTSA qui sont menés actuellement se focalisent vraiment sur les entreprises de transport. On n'a jamais fait de CTSA, à ma connaissance, sur l'honorabilité, etc. Donc, on se focus vraiment sur les grosses entreprises avec des comportements, enfin, grosses entreprises ou pas. On a vu tout à l'heure que le petit entrepreneur était tout seul, mais qui ont des comportements infractionnistes particulièrement graves et récurrents, quoi. Concernant les auxiliaires de transport, comment vous arrivez à déterminer si une infraction? Vu après dans la liste, il y a quelque chose qui... C'est quoi? Quel manquement ils peuvent avoir? Ils vont pas faire d'infraction routière. À la rigueur, c'est le transporteur qui les affrète qui vont faire l'infraction. Vous parlez quoi, des commissionnaires de transport? Les commissionnaires, oui, auxiliaires, oui, pardon, commissionnaires de transport. Ouais. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut enfin bon, à part avoir un tarif réellement bas ou à part avoir effectivement peut-être affréter un lot qui dépasse la charge utile du véhicule, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Et j'avoue franchement, c'était ça, j'ai jamais vu un commissionnaire de transport passer en sanction administrative. Hein. Bah, effectivement, nous non plus. Voilà. Donc ça doit être vraiment des cas très très particuliers. Et c'est prévu par la réglementation, effectivement. D'accord. Est-ce que, oui, je suis en train de réfléchir. Notre expérience, oui, à court terme, on n'en a pas. Après, effectivement, des entreprises particulièrement signalées qui feraient l'objet, effectivement, de constats dans le cadre de contrôle en entreprise, ou alors, ce que vous dites par rapport à une concurrence particulièrement déloyale, imaginons un CODAV, donc antifraude, avec d'autres services qui auraient signalé, effectivement, des difficultés. Ça en permet sans doute peut-être d'avoir des faits précis qui pourraient après ensuite envisager, sachant qu'il y aurait déjà des redressements et des sanctions à ce stade suite au contrôle en entreprise, de poursuivre. Mais c'est vrai qu'après, comme le disait Kevin Pascal en introduction, nous, la CTSA, c'est l'outil, quand on a déjà utilisé d'autres voies, pour vraiment, en fait, pour l'ensemble de leur œuvre, je veux dire, convoquer des entreprises avec un caractère infractionniste récurrent. C'est un peu ça, ouais, pour se résumer l'approche de la CTSA, quoi. Qui plus est, voilà, fait l'objet de contentieux, c'est administratif. Donc, si contentieux il y a, c'est au tribunal administratif. Voilà, c'est ça la différence fondamentale. Je vais revenir avec ma première question sur nos voisins européens.
que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez eux, si on sait? Bonne question. Ça serait, ça serait bien de le savoir et de pouvoir voir comment ça se fait au sein des autres pays. Je Puisqu'effectivement, pense que c'est une question qu'on va noter comme le taux de réussite, parce qu'après, là, comme j'ai pu retrouver le micro dans mon bureau, je regardais, après, pour vous la délivrer officiellement, je préfère effectivement la consolider maintenant que c'est centralisé par le ministère, parce qu'on a le nombre de certificats délivrés, mais après, voilà, les stats, est-ce que c'est 40%, 30% de taux de réussite? Je préfère effectivement vérifier. Et là, comme on le disait, j'ai pas pu introduire, nous, on essaie de vous apporter, on est nous-mêmes, effectivement, pas gestionnaire de registre ni contrôleur, donc on essaie un peu de vous donner des réponses localement. Par contre, cette question, elle est très pertinente, comme certaines questions ici. Nous, on pourra juste vous proposer de la poser à la centrale, au ministère, pour voir ce qu'il en est. On peut avoir des vagues idées, mais je pense que c'est une réponse officielle de savoir comment les autres pays frontaliers traitent ce genre d'entreprise au caractère infractionniste récurrent. On va demander. J'avais aussi une note sur ERU3. Elle demandait quelles étaient les nouveautés avec cette nouvelle version, si on pouvait avoir quelques infos supplémentaires là-dessus. J'ai noté, on ira aux infos auprès de la centrale. Pour l'instant, on n'a pas eu d'informations descendantes sur le déploiement des RU3. Donc, pas forcément d'autres questions dans le chat. Je peux, je pense, vous ouvrir les micros et caméras si vous souhaitez aussi intervenir à l'oral pour poser vos questions. On est aussi intéressé par avoir un peu un retour aussi de ce que vous pensez sur ce genre de format qu'on essaye de mettre en place au niveau de l'ORTL et au niveau de l'Adréal. Oui, Monsieur Feuillet. Oui, bonjour à tous. Alors j'avais une petite question concernant l'évolution à venir pour le 1er juillet 2026 par rapport aux VUL engagés à l'international. Alors c'est vrai qu'on a énormément de questions de nos adhérents qui concernent surtout la partie liée à l'articulation entre le mix application RSE quand ils sont à l'international, application uniquement de la réglementation nationale quand ces conducteurs sont sur la partie nationale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Il y a pas forcément d'informations très claires. Alors, je ne sais pas s'il y a des doctrines depuis qui ont été diffusées. Je sais qu'il y avait une réunion qui avait été organisée par la DGITM, je crois, la semaine dernière. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez plus d'informations ou sur des lectures par rapport à ces questions d'application de la réglementation mixte quand on est à l'inter ou au national, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est un sujet qui n'existe pas avec les conducteurs poids lourds, puisqu'un conducteur de plus de 3,5 tonnes est de toute façon soumis à la RSE, qu'il soit en national ou en inter, ce qui ne sera pas le cas pour les conducteurs de VUL en moins de 3,5 tonnes. Merci d'avance. alors, vous êtes mieux informés que nous. Pour l'instant, on n'a eu aucun élément de doctrine. On espère en avoir avant juillet 2026. À ce stade, voilà, la date effectivement est maintenue. C'est le début d'année, mais on commence déjà à être à début février. Mais voilà, le calendrier initial, on n'a pas du tout d'informations officielles qui envisagent effectivement de le décaler. Mais du coup, les informations opérationnelles, complètement légitimes là que vous posez, oui, on n'a pas de doctrine à vous communiquer aujourd'hui. On espère que ça viendra. Merci. Concernant la mise en place là, au 1er juillet, est-ce qu'il est possible de penser refaire une réunion vers le mois d'octobre ou novembre, en visio, comme ça, pour voir un petit peu les premiers effets? Je pense que ce serait utile d'avoir, s'il n'y a pas de recul de la date d'application, et si il y a quand même matière à pouvoir voir ce que ça apporte en plus sur les pratiques des uns et des autres, notamment en cabotage illégal ou choses comme ça. Est-ce que ça ou de retrait de carte ou de choses comme ça, est-ce que ça permettra d'avoir moins de sanctions parce que les gens vont être obligés d'appliquer un peu plus, ou est-ce qu'au contraire, on va se rendre compte qu'il y a non pas 2, 3 ou 4% on va dire, véreux, mais qu'il y en a 15 ou 20, quoi. Sur le principe, là, on a fait 2 rendez-vous auprès de vous parce que ça faisait longtemps, effectivement, que ça n'avait pas été fait. Donc, on est très content de ces échanges qui soulèvent des questions, voilà, dont on a plaisir à vous apporter les réponses, ou en tout cas les relayer au ministère. Après, je comprends, c'est vrai qu'aujourd'hui,
Sur le principe, ça va être quand même une grande étape. Donc j'imagine que, enfin là, nous, qu'on aimerait avoir le plus d'informations à vous apporter. Aujourd'hui, j'imagine qu'après le ministère nous accompagnera aussi dans cette évolution réglementaire. Donc après, si en partant du principe que le calendrier est maintenu, puisque je précise, on n'a vraiment aucune information qui sous-entendrait le contraire aujourd'hui, on peut dire qu'on peut se retrouver en fin d'année pour si besoin, voilà, lever des doutes ou prendre vos questions ou apporter le maximum de réponses à cette évolution. Je pense peut-être au niveau de l'hôtel, avec Nicolas, on verra un petit peu l'évolution et voir s'il y a un intérêt de refaire une réunion vers le mois de novembre. Pourquoi pas? Moi, je note. Non, mais effectivement, oui, c'est bien qu'on puisse échanger régulièrement. C'est bien de pouvoir prendre rendez-vous assez tôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être des sujets que vous voudriez voir abordés de prochains échanges? Enfin voilà, n'hésitez pas à nous dire, soit dans le chat là maintenant, soit nous faire un retour par mail ou sinon il y a le formulaire de contact toujours sur le site de l'ORTL. N'hésitez pas à nous dire, hein, on est à votre écoute. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir conclure. On va pouvoir conclure, oui, effectivement, 11h30. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez balayé un petit peu les deux sujets qui restaient de la première réunion. Sujet, ma foi, très intéressant. Je trouve franchement que ça apporte beaucoup de questions parce que c'est le genre de choses sur lesquelles on ne se penche pas souvent. Mais il faut savoir que ça permet surtout de réguler un petit peu ce qui existe dans le transport et de faire en sorte qu'on puisse en vivre mieux. La concurrence déloyale, effectivement, c'est quelque chose de récurrent, malheureusement. Malheureusement, les transporteurs français ou les grands transporteurs français sont aussi les acteurs de cette concurrence déloyale. Donc, plus il y aura de régulation, mieux on se porte. C'est malheureux à dire, mais on ne comprend que quand on sanctionne. Donc, moi, je suis pour plus de sanctions, plus de contrôle. Parce que derrière, ça oblige les gens à réagir et à se rendre compte qu'ils ont peut-être pas pris la bonne direction. Donc, je vous remercie, je remercie tous les présents. Et bien, bonne journée à tous et au revoir. À bientôt.